Imaginez un joueur capable de hurler sur les arbitres, de briser sa raquette sur le sol, d'insulter ses adversaires, de refuser de serrer la main en fin de match et malgré tout, d'être considéré comme l'un des plus grands génies de l'histoire du tennis. Un joueur qui transforme chaque match en théâtre, en bras de fer émotionnel. Un joueur que le public déteste autant qu'il acclame, qui agace autant qu'il fascine. Ce joueur, c'est John McEnroe. McEnroe n'était pas juste un champion, il était une faille dans le système, un grain de sable dans la machine du tennis mondial. L'Américain incarnait le désordre, l'instinct et la fureur. Il pouvait, en l'espace de 10 minutes, passer de séquences chevaleresques à une scène de chaos. Et c'était pas un accident, c'était sa manière d'exister et de dominer. Sur le terrain, il était un génie offensif, un maître du service volé, un funambule de la demi-volée, un joueur inimitable qui jouait avec une anticipation surnaturelle, une main hors norme et un sens du tempo que personne ne pouvait égaler. Mais hors du point, tout devenait plus instable. Les codes, il les connaissait, mais il choisissait de les contourner. Les règles, il les comprenait, mais il préférait les défier. Alors McEnroe, était-il un génie incontrôlable ou un provocateur cynique, plus préoccupé par sa propre image que par le respect du jeu? Et a-t-il explosé malgré son tempérament ou grâce à celui-ci? Est-ce que sa colère était réelle ou parfaitement instrumentalisée? Ce qu'on va explorer, c'est aussi un affrontement entre deux visions du sport, parce qu'il a croisé la route d'un certain Björn Borg, son grand rival qui a incarné l'exact inverse de McEnroe. L'Américain, lui, a transformé le tennis en drame en temps réel. Et ce qui rend son histoire si fascinante, c'est qu'elle ne s'est jamais refermée, parce que son influence est encore là. Dans chaque bad boy du circuit, on retrouve du McEnroe. L'Américain n'a pas seulement marqué une époque, il a laissé une cicatrice, une empreinte, une tension toujours vivante. Alors dans cette vidéo, on va raconter cette tension, pour mieux comprendre ce qu'était vraiment McEnroe. Et vous allez voir, c'est pas une histoire de titre, c'est une histoire d'impact. John McEnroe est né en 1959 en Allemagne, de parents américains. Son père travaille aux forces aériennes des États-Unis et la famille déménage assez vite dans le Queens. John McEnroe y commence le tennis à 8 ans avec ses deux petits frères. Il est bon, il participe à des tournois régionaux, puis nationaux, et décide d'en faire son métier. Il débarque donc sur le circuit professionnel à la fin des années 70. Mais surtout, il débarque avec un regard déjà critique, à contre-courant. Il n'a peur de rien. Et surtout pas des icônes installées. À cette époque, nous sommes dans un tennis codifié, dominé par Borg, Connors, Vilas et Nastase, des joueurs qui, chacun à leur manière, imposent une forme d'ordre. Et puis arrive John McEnroe. Gaucher, revers à une main. Un ovni venu bousculer une hiérarchie établie. En 1977, il se présente à Wimbledon sans palmarès, il passe par les qualifications, et contre toute attente, il enchaîne les victoires. Il joue à l'instinct, il attaque tout, il court au filet comme si c'était le seul endroit autorisé sur le court, et à seulement 18 ans, il atteint les demi-finales. C'est la meilleure performance de l'histoire pour un joueur issu des qualifications. Le tennis mondial vient de prendre une claque. Et cette claque, elle est pas seulement sportive, elle est esthétique. Parce que ce que les spectateurs découvrent, c'est pas juste un jeune qui gagne, c'est un style qu'ils n'ont jamais vu. Un service volé chirurgical, un toucher de balle surnaturel qui transforme les points neutres en chefs-d'œuvre instantanés. Des montées au filet dès la deuxième frappe et des volées joués dans le contre-pied. McEnroe casse les routines du jeu. Il ne construit pas les points, il les attaque et les interrompt. On a l'impression qu'il sent le rythme du point avant même qu'il ne commence. McEnroe ne joue jamais dans l'économie, tout est urgent. Mais ce qui frappe autant que son jeu, c'est sa manière d'occuper l'espace. Il ne semble jamais neutre, jamais absent. Mais McEnroe, qu'on se le dise, c'est surtout un pitre. Il a déjà cette façon de fixer les arbitres comme s'il attendait une erreur de leur part. Du coup, chaque match est une mise en tension où il ne demande pas le respect, il l'impose. Et dans un monde du tennis encore attaché à la retenue et à la politesse, McEnroe explose comme une anomalie. Les journalistes ne savent pas sur quel pied danser, les anciens le trouvent insolent, et le public, lui, est partagé. Fasciné par ce talent brut, mais exacerbé par cette instabilité. Donc une question naturelle commence à se poser. Est-ce un génie ou un problème? Il vient d'arriver et une chose est sûre, le tennis ne sera plus jamais tranquille. Parce que dès ses premiers mois sur le circuit, oui, John McEnroe devient un problème. Et pas un petit problème de comportement qu'on corrige par une amende, non. Un problème de système. Il ne rentre dans aucune case, il refuse la hiérarchie implicite.
il conteste les décisions, il interpelle les arbitres, il fixe les juges de ligne droit dans les yeux pour leur faire sentir leur incompétence supposée, il balance une balle dans les bâches après une faute, et il insulte parfois à voix basse, et parfois en hurlant devant les caméras. Donc à une époque où le respect et la courtoisie sont encore les piliers du tennis, McEnroe incarne une forme de rébellion presque obscène. Et il le fait avec une assurance glaçante, comme si son talent lui donnait tous les droits. Et cette tension ne s'arrête pas aux limites du court, les interviews deviennent des affrontements, il répond sèchement aux journalistes, il coupe les questions et remet en question les analyses. McEnroe ne veut pas plaire. Et ça, pour une discipline fondée sur la discipline, c'est insupportable. Donc McEnroe, c'est un paradoxe énorme, parce que malgré son talent fou, la plupart du public le rejette avec violence. La plupart le traitent de sale gosse arrogant, de caricature d'enfant gâté, et de parasite qui salit le jeu par son attitude. Il devient simultanément le joueur le plus acclamé, parce qu'il est fort, mais aussi le plus haï. Et c'est peut-être là que McEnroe comprend sa vraie puissance. Il voit que ses débordements remplissent les tribunes, que ses éclats de voix deviennent des séquences cultes, et il en joue. Plus il s'énerve, plus les caméras zooment. McEnroe ne se contente pas de s'opposer à ses adversaires, il se confronte à un monde, à des normes, à une esthétique du tennis qu'il juge hypocrite. Et ce monde qu'il refuse d'intégrer en douceur commence à le regarder autrement. C'est à travers ce dérangement qu'il va imposer sa place. Par la force, par le chaos. Parce qu'en 79, à seulement 20 ans, il devient le plus jeune vainqueur de l'US Open en simple contre Gerulaitis en finale, mais il remporte aussi le double avec son compatriote Peter Fleming. Il a marqué le tournoi par sa domination, mais aussi par son comportement. Notamment au deuxième tour contre Nastase, où le match a dépassé les limites de l'acceptable. Où certes, dans l'histoire, ça a été Nastase le mauvais élève qui n'a fait que provoquer, mais on parle d'un match où la police anti-émeute a dû intervenir sur le court, donc c'est pas rien. Avec ce doublé, McEnroe entre dans l'histoire, mais c'est rien comparé à la suite. Dans l'histoire du tennis, peu de duels ont autant marqué les esprits que celui-ci. Björn Borg contre John McEnroe. C'était plus qu'une rivalité, c'était un affrontement de deux visions du tennis, deux conceptions de la vie en compétition. McEnroe, on en a parlé, mais de l'autre côté, Björn Borg, où le calme absolu, le regard fixe, le souffle stable même dans les moments de tension, une concentration d'un autre temps. Il ne sourit pas, il ne proteste pas, il célèbre même pas ses victoires. Il est là pour exécuter. Son jeu est mécanique, précis, implacable. Ses adversaires s'usent à tenter de le faire réagir, McEnroe le premier, en vain. Il est impassible. Et quand ces deux extrêmes se retrouvent sur le court, le tennis bascule dans une autre dimension. C'est un affrontement philosophique, la glace contre le feu, le contrôle contre l'impulsion. Et même les échanges les plus anodins deviennent lourds de sens. Cette opposition dépasse même le cadre du jeu, elle devient culturelle. Borg incarne encore une forme d'élégance ancienne, de noblesse sportive, alors que McEnroe arrive avec l'explosion américaine. Plus rock, plus brut, à une époque où le tennis entre dans l'ère de la mondialisation des images. Ils deviennent deux visages d'un même sport qui cherchent à se raconter. Et c'est pour ça que leur rivalité devient légendaire, parce qu'elle dépasse la performance, elle propose une histoire. Et ces deux hommes, sans le vouloir, vont réinventer la dramaturgie du tennis moderne. Le 5 juillet 1980, le Center Court de Wimbledon devient une scène de théâtre. Borg et McEnroe sont les deux acteurs principaux. Björn Borg, lui, est quadruple tenant du titre, l'homme qui ne perd jamais sur gazon. De l'autre, John McEnroe, 21 ans, c'est le rebelle venu défier l'ordre établi. Mais personne n'est vraiment prêt pour ce qui va se passer. Dès les premiers jeux, la tension est palpable. Borg joue à son rythme, précis. McEnroe, lui, déborde d'énergie et d'audace. Il monte à la volée sur la moindre balle et refuse le rallye. Et ça paye, 6-1 McEnroe. Mais Borg arrive à arracher un bras de fer. Il amène l'Américain dans sa filière et mène 2-7 à 1. À ce moment-là, tout le monde croit que le roi de Wimbledon va l'emporter une nouvelle fois. Mais dans le quatrième set, McEnroe entre dans une autre dimension. Il est en transe. Chaque montée au filet, chirurgicale. Chaque volée, une démonstration de toucher. Et puis vient le tie-break, qui est encore à ce jour le plus célèbre de l'histoire. Un moment suspendu dans le temps. C'est plus un duel tactique, mais une lutte de contrôle émotionnel. Plus de 20 minutes de tension continue, des échanges crispés, 5 balles de match sauvées, et Johnny Mac qui sublime pour le remporter 18-16. La foule est en délire, mais McEnroe ne célèbre même pas. Il retourne s'asseoir car il reste un set à gagner. Le problème, c'est que Borg ne panique pas. Fidèle à lui-même, il reste focus, et fait ce qu'il sait faire de mieux. Il verrouille, il résiste et accélère pour à la fin l'emporter 8-6. Il remporte alors son 5e Wimbledon d'affilée, une performance historique
seulement égalé plus tard par Federer entre 2003 et 2007. Ce match, c'est un tournant. C'est la bascule du tennis dans une nouvelle ère. McEnroe, lui, est vaincu, mais il n'a pas tout perdu, parce qu'il est devenu autre chose. Une figure mondiale, un mythe en formation, et surtout la rivalité est née. Wimbledon 1980 n'est pas juste un score, c'est un récit. Un récit qui a été repris au cinéma, tellement le match est iconique, et un récit qui a vu une suite un an plus tard. Un an après leur affrontement légendaire, rebelote. Finale Borg-McEnroe, Wimbledon 81. Mais cette fois, l'atmosphère a changé. McEnroe n'est plus un intrus, puisqu'il a pris sa revanche contre Borg en le battant en finale de l'US Open en 80. Donc McEnroe n'est plus seulement le provocateur, il est devenu l'homme à battre. Et lui, de son côté, n'a qu'un objectif. Prendre ce qui lui a échappé de justesse l'année précédente et battre Borg à Wimbledon. Dès les premiers échanges, quelque chose cloche. Borg n'est pas le même. Son esprit semble ailleurs. McEnroe, lui, est bien présent. Fidèle à lui-même, il s'empare du filet à répétition. Il l'attaque. Borg en face résiste tant bien que mal, mais sans cette intensité qui l'a rendu invincible sur ses 5 dernières éditions. Il concède des points faciles et laisse passer des occasions. Et petit à petit, on voit le géant vaciller parce que c'est McEnroe qui impose le jeu. Et au 4e set, l'Américain finit par le faire. Borg s'incline. Pour le Suédois, c'est plus qu'une défaite, c'est un effondrement intérieur. Tandis que pour McEnroe, c'est la consécration. Il détrône le roi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 mois plus tard, à New York, dans l'ambiance électrique de l'US Open, les deux hommes se retrouvent encore une fois en finale. C'est le dernier acte, le public est en fusion, McEnroe joue chez lui, et cette fois, il ne laisse aucune ouverture. Une démonstration quasi clinique. Borg quitte le court sans saluer le public, sans émotion. Et l'avenir nous apprendra qu'il ne rejouera plus jamais une finale de Grand Chelem. Pire, quelques mois plus tard, à 26 ans, il se retire du circuit, sans annonce ni cérémonie. Alors on peut se poser la question, McEnroe l'a-t-il tué symboliquement? A-t-il, par sa présence, sa rage et son intensité émotionnelle, brisé un joueur qui ne vivait que dans l'équilibre? Parce que Borg dominait dans l'ordre et le silence, et face à McEnroe, tout devenait bruit et tension. Peut-être qu'il a compris que le tennis n'était plus fait pour lui, et que l'époque avait changé. Borg n'a jamais accusé McEnroe, mais symboliquement, c'est ce qui s'est passé. Le calme a cédé face à la tempête. Quoi qu'il en soit, McEnroe s'est construit dans cette rivalité. Il a fini par absorber le maître Borg, mais il a énormément appris de Borg. Et cette double confrontation légendaire à Wimbledon l'a endurci pour le reste de sa carrière. Ils se sont tous les deux tirés vers le haut, mais Borg a surtout forcé McEnroe à se canaliser dans les moments importants. Donc Wimbledon 1980, Wimbledon 1981, l'US Open 1981, ces 3 matchs n'ont pas seulement modifié le palmarès, ils ont modifié le récit. Et dans ce récit, McEnroe ne gagne pas juste 2 finales, il vient d'enterrer une époque. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte ce sport à notre manière. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de chaque vidéo qui sort. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a mis en place une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma 2e année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un don à la hauteur de tes moyens, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Dans le vacarme qu'il provoquait, on en oubliait presque l'essentiel. McEnroe était un joueur d'exception, un génie jamais vu. Derrière les cris, les provocations, les clashs avec les arbitres, il y avait un niveau de jeu rarissime, une domination hors norme. Entre 1980 et 84, c'est le meilleur joueur du monde. Il empile les titres. Il occupe la première place mondiale pendant 170 semaines et il remporte 7 tournois du Grand Chelem en simple, 3 Wimbledon, 4 US Open et 9 tournois du Grand Chelem en double. Il devient le patron du tennis. Un tennis qui est en pleine mutation, plus rapide, plus physique, plus tactique. Et Mac domine par le rythme et le timing. Son service pourtant atypique et peu académique est d'une précision chirurgicale. Sa volée est probablement la plus redoutable de l'histoire et son toucher inégalé. Il monte au filet à contretemps, comme s'il voyait le point avant qu'il ne se joue, et sa saison en 84 est son chef-d'œuvre. McEnroe gagne 13 titres et il remporte 82 matchs pour seulement 3 défaites, soit un taux de victoire de 96%. Un ratio qui reste à ce jour encore le meilleur de l'histoire. Il remporte Wimbledon en balayant Connors, il écrase Lendl en finale de l'US Open. Sa seule tâche, qui est aussi la désillusion de sa carrière, c'est à Roland Garros. Tournoi qu'il ne gagnera jamais alors qu'il menait 2-7-0 en finale contre Lendl. Mis à part ça, il était inarrêtable. McEnroe a remporté 3 fois le Masters en simple, 7 fois en double. Il a fait briller les États-Unis 5 fois en Coupe Davis. D'ailleurs, c'est grâce à lui que la Coupe Davis s'est relancée, elle qui était menacée par l'absence des grands joueurs. Alors il a peut-être pas duré aussi longtemps que les autres plus grands, que les autres légendes, mais dans son prime, McEnroe a régné.
Et ce règne n'a pas seulement produit des titres, il a redéfini le tennis offensif. Mais même au sommet, McEnroe reste McEnroe, toujours au bord du craquage. Il gagne, mais il conteste. Sa capacité à contrôler une balle est inversement proportionnelle à sa capacité à contrôler ses nerfs. Et c'est ce paradoxe qui va l'accompagner tout au long de sa carrière. Un génie intenable, mais plus il était insupportable, plus il était indispensable. Revenons un peu sur ces débordements, parce que McEnroe ne faisait pas d'exception. Arbitre, juge de ligne, organisateur, spectateur, adversaire, et son seuil de tolérance à ce qu'il jugeait injuste était particulièrement bas. Son cri le plus célèbre est devenu une réplique culte, « You cannot be serious ». À Wimbledon en 81, un service annonçait faute et McEnroe explose. Il s'avance vers l'arbitre, le fixe et hurle cette phrase plusieurs fois, de plus en plus fort, pour bien lui mettre la pression. Parce que c'était ça son truc à McEnroe, mettre une pression dingue, intimider l'autre. Et en plus, il a fini par acquérir le statut de roi du circuit, donc c'est plus dur de le contredire. Et McEnroe en a énormément joué de ça. Cette scène est devenue iconique, c'est devenu sa marque, elle a dépassé le sport. Et c'est ce genre de scène qui va se répéter tout au long de sa carrière. Parfois pour un simple bruit de fond, ou pour un mouvement dans les tribunes. Tout pouvait déclencher la tempête. Mais le point culminant de ces débordements a lieu à l'Open d'Australie en 1990. McEnroe a 31 ans et il n'a pas changé. Il conteste comme un dingue, il est insupportable sur le court. Donc là, il commence par intimider une juge de ligne qui, selon lui, a fait une erreur d'arbitrage. Premier avertissement. Ensuite, il est breaké dans le 4e set et il brise une raquette. Deuxième avertissement. Donc il va voir l'arbitre pour négocier, mais il finit par l'insulter. C'est un 3e avertissement qui est synonyme de disqualification. C'est le premier joueur de l'Air Open à être disqualifié en Grand Chelem. Derrière ces scènes, on peut se poser la question. Pourquoi ce besoin permanent d'affrontement? Est-ce que c'était de la frustration, une manière de se protéger, ou un besoin vital de contrôle? Parce que McEnroe, il n'y a pas grand-chose qu'il pouvait laisser passer. Et il le faisait savoir par le choc, par le conflit. Il joue aussi avec les nerfs de l'adversaire, il déstabilisait, il intimidait pour marquer son territoire. Il transformait le match en duel psychologique, et très souvent, il sortait gagnant. Aujourd'hui encore, le nom de McEnroe résonne. Dans chaque match qui dérape, dans chaque cri poussé vers un arbitre, il est là, il plane au-dessus du court. Et c'est précisément là que son héritage devient complexe. Si McEnroe a marqué l'histoire par son style de jeu et ses succès, il a aussi ouvert la voie à une autre figure, celle du bad boy. Celui qui ne demande pas la permission et qui transforme chaque match en chaos absolu. Et McEnroe, il faut dire qu'il a eu des sacrés héritiers en la matière. Nick Kyrgios, Benoît Paire, Daniil Medvedev, Fabio Fognini, des joueurs vraiment brillants mais imprévisibles, capables du meilleur et du pire. Pourtant, ces joueurs ne sont pas reçus comme l'était McEnroe. Là où les colères de McEnroe étaient redoutées mais presque tolérées, les débordements actuels sont jugés très sévèrement. Le public siffle et les réseaux sociaux s'enflamment. L'institution n'a plus la même patience, elle veut du calme et de la retenue. Alors pourquoi ce changement? Parce que l'époque a changé évidemment. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tout absorbé. Et surtout, McEnroe, c'était le champion des années 80, celui qui gagnait tout. Donc quoi qu'il fasse, c'est lui qui avait raison, parce que c'est lui qui soulevait les trophées. Dans les années 2010, ceux qui soulevaient les trophées s'appelaient Federer, Nadal, Djokovic, Murray, aka les incarnations d'un sport devenu totalement lisse. Ils ont cultivé une image de perfection comportementale, irréprochable sur le plan médiatique. Sur le court, pareil, ça casse pas de raquette. On met évidemment Djokovic et Murray un peu sur le côté qui ont pu être sanguins, mais globalement l'époque a changé. Et à force de dominer autant, ils ont redéfini la norme. Donc dans ce contexte, les héritiers de McEnroe semblent être nés dans la mauvaise période. Kyrgios aurait-il été plus accepté dans les années 80 ? Probablement. Aujourd'hui, les excès sont perçus comme des fractures, des faiblesses. Le tennis moderne veut des joueurs lisses. Et c'est là que le fantôme de McEnroe revient. Parce qu'il incarne l'inverse, l'excès, le joueur qui dérange. Et c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui. Des joueurs qui dérangent. Alors non, McEnroe n'a pas juste inspiré des comportements. Il a posé une question que le tennis a du mal à trancher. Au final, faut-il préférer les joueurs lisses ou les joueurs qui bousculent? Je vous attends en commentaire là-dessus. Quand McEnroe range ses raquettes début des années 90, personne ne sait vraiment ce qu'il va devenir. Il semble trop indomptable pour rester dans l'institution, trop imprévisible pour entraîner, mais trop bruyant pour disparaître. Et il trouve un espace où son style peut pleinement s'exprimer, la cabine des commentateurs. Depuis plus de 20 ans, il est la voix de la BBC pour Wimbledon et il commente aussi pour la télé américaine sur CBS et ESPN, pour Wimbledon et l'US Open, ces deux théâtres de prédilection. Et là encore, il casse les codes. Sans langue de bois, il analyse avec précision, mais surtout avec intensité. Il se lâche, il critique quand il faut. Il ose dire que tel joueur est trop passif ou que tel match est ennuyeux.
Il parle comme il jouait, à l'instinct et sans filtre. Et ce style plaît beaucoup. Même ceux qui le détestaient sur le court l'adorent derrière un micro. Depuis la création de la Lever Cup par Federer, on le retrouve en tant que capitaine de la Team World. Et comme un symbole, le capitaine de la Team Europe, c'est Björn Borg. On a même pu voir McEnroe bousculer un arbitre lors d'un match, alors qu'on parle d'une simple exhibition, preuve qu'il n'a jamais changé. Il dit ce qu'il pense, et dans un paysage audiovisuel de plus en plus formaté, ce ton franc et direct est devenu précieux. Il incarne une forme d'honnêteté brute. Mais McEnroe ne s'est pas contenté de commenter le tennis, il est devenu une icône. Son visage, sa voix, sa gestuelle, ses éclats, tout est reconnaissable chez lui. Il est entré dans la culture populaire comme peu de sportifs avant lui. Pas seulement par son palmarès, mais par ce qu'il incarne. On a pu le retrouver dans plusieurs films où il joue son propre rôle, mais aussi dans beaucoup de spots publicitaires. Pour Nike, pour Tesco, American Express, Nintendo, Perrier et j'en passe. Il prête sa voix, son image, son histoire, et ce qui est fascinant, c'est que même ceux qui ne l'ont jamais vu le connaissent. McEnroe a dépassé sa génération. Il a même sorti une paire de sneakers en collaboration avec Travis Scott et Nike, avec une campagne marketing bien rodée affichant les deux stars. Donc comme Jordan dans le basket, comme Ali dans la boxe, McEnroe ne représente pas seulement une époque, mais une attitude, un refus du lissage. Il est à la fois héros et anti-héros. Et dans un monde où l'image est devenue aseptisée, calculée, McEnroe est resté totalement brut. C'est peut-être ça sa vraie victoire au final. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment faut-il voir John McEnroe? Comme un génie incontrôlable ou un provocateur malin? Peut-être les deux, ou peut-être aucun, ou peut-être autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'il était hors du commun par son jeu, par ses colères. Il a changé le tennis sans même chercher à bien faire. Et peut-être justement parce qu'il n'a jamais voulu être un exemple. Il a mis du bruit dans un sport silencieux. Il a mis de l'émotion dans un monde de maîtrise. Il a injecté du chaos dans la beauté. Et ce chaos, il l'a assumé du début à la fin. Donc il n'a pas seulement gagné des titres, il a inventé un rôle. Celui du champion qu'on adore détester. Parce qu'il y en a eu des colériques avant lui, les Connors, les Nastase, mais McEnroe a fini par être le plus adulé de tous. Et sans lui, est-ce que Borg serait devenu une légende aussi forte? Est-ce que Wimbledon 1980 serait considéré comme le plus grand match de l'histoire? Est-ce que le tennis aurait connu un tel basculement narratif, aussi brutal? Non. Donc McEnroe a laissé une empreinte énorme dans l'histoire du tennis. Et même si on peut lui reprocher des excès de comportement, il reste l'une des plus grandes légendes de l'histoire de ce sport. Maintenant, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de John McEnroe, si déjà vous avez eu la chance de le voir jouer, si vous étiez plus Team McEnroe ou plus Team Borg, pourquoi? Et justement, moi je vous laisse avec cette vidéo où on va revenir sur l'histoire incroyable de son meilleur ennemi, de son double inversé, Björn Borg. Ciao!